matin. On a créé une nouvelle espèce de soldat. Administrez-lui les sérums. Conçu pour une force maximum et une obéissance totale. Mais qui sont-ils? Universal Soldier. La guerre est terminée. Bande-annonce du film Universal Soldier sorti en 1992, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren. Bon voilà, le patrimoine du film d'action, mais qui pose quand même cette question intéressante. Nous sommes avec Emmanuel Kiva, le directeur de l'Agence de l'innovation de défense rattaché au ministère des Armées. Cette question, effectivement, la modification génétique du soldat, est-ce que ça fait partie, des limites éthiques que vous vous imposez, sachant que si la France se refuse de le faire, d'autres peut-être iront dans cette direction. Quel est le code éthique précisément que vous vous imposez ? Alors, il y a effectivement des lignes rouges, celle que vous venez de mentionner en fait partie. Je rappelle que la France est la seule nation aujourd'hui à s'être dotée d'un comité d'éthique de défense installé par la ministre et qui lui fait des recommandations. Et les deux premiers domaines sur lesquels le comité d'éthique s'est penché, ce sont le domaine de la robotique et celui de ce qu'on appelle le soldat augmenté. Robotique, je précise, les robots tueurs, autonomes. Non, les robots militaires, parce qu'il y a d'autres. D'abord, les robots tueurs, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui un terme consacré, mais qui n'a pas véritablement de réalité, puisqu'on ne donne pas l'autorisation de tir à une machine sans qu'un être humain ne soit en mesure d'en exercer le commandement. Et puis le domaine du soldat augmenté, eh bien c'est ce que vous venez de dire, c'est est-ce qu'on s'autorise à faire des mutations génétiques invasives chez les soldats? La réponse est évidemment non. Et donc, on a ces lignes rouges qui sont présentes. Vous avez raison, certains de nos adversaires n'ont sans doute pas les mêmes réticences. C'est pas une raison pour que nous ne respections pas le droit international et l'éthique. Et donc, ça fait partie effectivement des limites que l'on se donne. Alors, vous pilotez aussi, Emmanuel Kiva, une expérience étonnante avec l'Agence d'innovation de défense. On en a beaucoup parlé, notamment l'an dernier à son lancement. Ça s'appelle la Red Team. La Red Team rassemble des militaires, des scientifiques, mais aussi des auteurs de science-fiction. Je cite Laurent Genefort, par exemple, qui est très connu dans la scène SF française, Xavier Dorisson, scénariste de Goldorak, qui vient de ressortir. Et voilà, vous les avez chargés d'imaginer l'au-delà, c'est le nom finalement du projet, bâtir des scénarios de futur possibles. C'est donc la deuxième saison. Je précise, ils sont pas là pour imaginer des armes, mais imaginer des contextes, non pas pour demain, mais plutôt pour après-demain. Et il y en a un, par exemple, qui s'appelle P-Nation. Vous imaginez l'émergence d'une nation pirate qui viendrait contrarier le projet le chantier de construction d'un ascenseur spatial français en Guyane. Tout ça, évidemment, sonne très science-fiction. Mais est-ce à dire, Emmanuel Kiva, que vous vous préparez aujourd'hui à tout ? On se prépare à la surprise stratégique. Et effectivement, c'est une expérimentation où on s'est dit, nous, on a l'habitude de faire de la prospective militaire. On sait à peu près les priorités pour 2030. Mais 2060, on a du mal à s'y préparer. Et en plus, un ingénieur militaire, un officier, il va réfléchir en fonction de son passé, de sa culture. Donc il nous fallait des gens qui soient capables de penser hors de la boîte, si j'ose dire. Et les auteurs de science-fiction sont de ceux-là parce qu'ils sont ceux qui permettent de se soucier des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. C'est pour ça qu'on leur demande pas d'inventer les armes de demain. On leur demande d'inventer des sociétés futures possibles pour pouvoir ensuite se replacer aujourd'hui en se disant qu'est-ce que l'on devrait faire pour se prémunir de ces menaces. Dans les jeux de guerre, Red Team, donc c'est l'équipe rouge, c'est les attaquants, c'est ça. Et il y a l'équipe bleue qui est chargée de la défense. Donc j'imagine qu'il y a une équipe bleue qui répond en fait, qui tente d'apporter des réponses à ces scénarios incroyables que vous imaginez. La mission de la Red Team, c'est de faire en sorte que l'équipe bleue ne dorme plus. Très clairement, c'est de leur faire peur. L'équipe bleue, c'est qui ? Ce sont des officiers, ce sont des ingénieurs de la DGA, ce sont des gens des relations internationales, de la stratégie du ministère, qui vont être chargés justement de réfléchir aux meilleurs moyens de se préparer à ce futur que l'on ne souhaite pas, mais auquel il convient néanmoins de se préparer. C'est très dystopique. Alors il y en a un qui s'appelle Chronique d'une mort culturelle annoncée. Alors celui-ci est assez effrayant, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il imagine que d'ici quelques années, à partir de la fin des années 2000, du début des années 2030, tout un chacun s'équipe d'une puce lui permettant mettre une couche comme ça numérique par-dessus la réalité, lui permettant de vivre à l'abri dans ce que vous appelez des safe sphères, c'est-à-dire des sphères de sûreté. Ce qui a l'énorme avantage d'éviter les conflits entre les communautés, mais voilà que surgit une catastrophe naturelle et l'armée doit intervenir dans ce contexte-là. Comment communiquer avec ces sphères qui sont très isolées les unes des autres, qui sont le signe aussi d'un affaiblissement, voire d'un effondrement de l'État. Et là, on pense
le métavers de Zuckerberg, Mark Zuckerberg de Facebook. C'est exactement ça. C'est peut-être pas dans 30 ou dans 30 ans. Là, c'est peut-être dans 5-10 ans. Là. Eh ben, ça veut dire que nos auteurs ont bien travaillé. Ouais. Et effectivement, le but, c'est d'imaginer ce futur dystopique et de tirer le fil jusqu'au bout. Et en l'occurrence, avec la problématique de se rendre compte qu'il n'y a plus de réel partagé entre les individus. Et je pense qu'effectivement, le métavers, aujourd'hui, pose ce type de questions. Ça tombe bien, puisqu'on est déjà en train d'y réfléchir. Combien y a-t-il de scénarios développés par Red Team? Alors, il y en a 2 par an, deux qui sont généralement rendus publics à l'initiative de la ministre. En tout cas, une partie reste classifiée. Et puis, il y en a un 3e qu'on appelle une étude spécifique qui, lui, est classifié. Je précise que les auteurs sont habilités secret défense. Et d'ailleurs, si vous voulez les rencontrer, ils seront demain au Forum Innovation Défense. On a un stand Red Team où on peut illustrer et expliquer nos différents scénarios. Je vous pose la question, vous me répondez ce que vous voulez, mais la classification, ça dépend de quoi? De la probabilité que ça se produise, ou bien parce que l'équipe bleue n'est pas arrivée à gagner, et donc ce qui dévoilerait une faiblesse de l'armée française? Non, la classification, au départ, c'est d'abord pour pouvoir donner de l'information à nos auteurs et les acculturer au monde de la défense sans se donner des limites trop contraignantes. Et ensuite, eh bien évidemment, le but c'est d'abord de ne pas dévoiler nos réflexions et puis de ne pas inspirer nos adversaires. Donc voilà, les scénarios sont classifiés de base, la ministre décide de déclassifier ou non. Alors d'ailleurs, il faut rappeler que le concept de dissuasion nucléaire, par exemple, il a été imaginé par un auteur de science-fiction, Robert Heinlein, 1940. C'est l'auteur de Starship Trooper, je le dis pour la culture. On va terminer là-dessus. Il y a eu des gros débats dans les milieux de la science-fiction. Beaucoup d'auteurs ont pris position pour dire c'est pas normal que certains d'entre nous choisissent de travailler pour les armées. Emmanuel Kiva, qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que les armées, c'est la vie de la nation, qu'on est là pour protéger la population. Donc, il y a une fausse idée de l'armée. L'armée, elle n'est pas là pour réprimer les révoltes ou les manifestations. Elle est là pour notre protection collective. Et finalement, d'ailleurs, j'avais débattu avec Anna Damasio, qui est un immense auteur de science-fiction, qui est opposé à cette initiative. La conclusion, c'était: ah très bien, l'armée a fait ça, pourquoi est-ce que les autres ministères ne le font pas aussi? Donc je pense qu'en discutant, en expliquant ce qui est véritablement notre motivation, on arrive à dépasser cette posture. Merci Emmanuel Kiva, le directeur de l'Agence de l'innovation de défense du ministère des Armées, était l'invité du Zoom Info. Et donc, rendez-vous, si vous passez dans le coin, au Forum Innovation Défense, porte de Champéret, à Paris, c'est portes ouvertes au grand public. Bonne journée à vous, merci d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous.